messieurs, bonjour, bienvenue dans Question d'actu. L'actualité ne cesse de s'accélérer et chaque jour apporte son lot de tensions et d'incertitudes. Depuis maintenant près de 3 semaines, le conflit au Moyen-Orient s'intensifie avec une escalade marquée ces derniers jours par des frappes visant directement des infrastructures énergétiques stratégiques. Résultat, les marchés s'affolent, les prix du pétrole s'envolent. Et c'est toute l'économie mondiale qui commence à vaciller. Mais au-delà du choc énergétique, une autre question s'impose. Où va cette guerre? Les objectifs de Washington restent flous. Les décisions de Donald Trump sont contestées jusque dans son propre camp. Et la récente démission d'un haut responsable du contre-terrorisme américain vient renforcer le malaise. Sur le terrain, l'Iran, pourtant militairement inférieur, semble imposer son tempo grâce à une stratégie asymétrique redoutable. Une guerre d'usure qui pourrait s'installer dans la durée sans véritable issue en vue. Et face à cela, les alliés des États-Unis s'interrogent. L'Europe exprime ses réserves, certains dénoncent un manque de concertation, d'autres redoutent une escalade incontrôlable. Alors sommes-nous à l'aube d'un conflit régional majeur? Le monde est-il en train de basculer dans une crise énergétique durable? Et surtout, qui contrôle encore cette guerre? Ces questions que nous allons poser à nos invités. D'abord, Madame Boutaina Ben Salem, bonsoir à vous. Vous êtes professeure d'histoire en sciences politiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, le plaisir est partagé. Merci pour décrypter un petit peu la situation. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Avec nous également Hicham Mu'tadid. Vous êtes expert en stratégie politique. Vous êtes avec nous depuis Vancouver. Bonjour. Merci pour l'invitation, Madame. Merci de l'avoir accepté. Puis, Monsieur Abdelrahman Mekawi, vous êtes spécialiste des questions militaires et sécuritaires. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je commence avec vous, Madame Ben Salem. Avec cette guerre, maintenant 3 semaines, le monde est-il réellement au bord d'une déflagration globale? Comment en est-on arrivé là où on en est aujourd'hui? C'est la question qui se pose. Eh bien, je pense que le monde est face vraiment à une crise très importante, que ce soit une crise géopolitique au niveau du Moyen-Orient, parce qu'on est face à une attaque qui a été illégale et non justifiée contre un État qui ne représentait pas une menace pour les pays voisins. Et puis, il y a aussi, la région aussi est une région qui est le nerf vivant de l'énergie mondiale. Donc, un bouleversement dans cette région-là, c'est un bouleversement qui va toucher le monde entier, pas simplement le Middle East, mais vous avez aussi l'Asie, surtout l'Asie, vous avez l'Europe et le monde entier. Donc, le problème, c'est qu'on est face à une escalade et non pas à une désescalade, c'est-à-dire malgré les efforts qui ont été faits, on a 3 pays, on a donc 3 intérêts qui diffèrent. Vous avez les États-Unis qui ont été entraînés dans cette guerre-là sans vraiment penser à ses répercussions sur la région et sur le monde, croyant que ça allait être une mission rapide. Vous avez Israël qui a un intérêt à créer un certain chaos dans la région pour avoir une hégémonie. Et puis vous avez l'Iran qui est décidé à se défendre et dont le guide suprême a été tué par des attaques et qui a aussi, qui est en train de jouer sa survie dans ce conflit-là. Donc on a vraiment, et vous avez les pays du Golfe qui subissent aussi la situation et qui risquent aussi de grandes pertes économiques et même au niveau de leur sécurité nationale et géopolitique. Vous avez dit l'Iran qui est en train de jouer un petit peu sa survie, mais le constat aujourd'hui, c'est que l'Iran résiste
bien plus que ce qu'on pensait. L'Iran est plus tenace que ce qui était anticipé. Cette guerre est-elle en train d'échapper à tout contrôle? Monsieur Mkawi, militairement parlant, parlez-nous de la situation, du contexte et puis du contrôle encore. Si contrôle y a-t-il encore sur cette guerre? Oui, je rappelle à Madame Ben Salem que la guerre, c'est le prolongement de l'échec de la diplomatie. Après les pourparlers entre les Américains et les Iraniens dans plusieurs capitales du monde, les Iraniens ne voulaient pas désarmer et rendre les 450 kilos d'uranium enrichi. Donc c'est après l'échec de ces négociations que les Américains et les Israéliens ont profité d'une occasion d'or pour décapiter le sommet du régime des ayatollahs. Donc pour rappeler aussi que actuellement les gens ignorent que l'Iran il est l'otage elle-même, la population iranienne, il est l'otage des gardiens de la révolution, des passadrons, 300 000 personnes armées jusqu'au bout, qui ont conquérisé toute la côte iranienne depuis 1980, depuis leur conflit avec l'Irak. Et c'est au lieu d'investir dans le développement d'un pays très riche de plus d'1,2 million km², un pays touristique, historique, d'une grande civilisation. Ils ont investi à construire des villes missiles, des villes drones sur toute la côte. Et actuellement, ils se sont investis, se sont aperçus que le détroit d'Ormuz est une arme qui peut se transformer ou prendre en otage, premièrement, les pays du Golfe, limitrophes, et toute la civilisation humaine. Et les issues, si vous permettez, les issues de ce conflit, les scénarios qui ont été... On reviendra plus tard sur les issues de ce conflit, de cette crise. Mais pour rester sur les points que vous avez évoqués, Monsieur Mkawi, d'abord, il y avait négociation et l'Iran était ouverte juste avant cette attaque des États-Unis et avait parlé de proposer, en tout cas, certaines, Madame Ben Salem, si vous vous souvenez, on avait fait une émission là-dessus, je pense, juste avant cette attaque, et l'Iran était dans une position plutôt ouverte au dialogue. Et puis vous parlez également d'une partie de la population qui effectivement contexte le régime en place, mais ce n'est pas toute la population iranienne. Et je vais vous lancer là-dessus, Madame Ben Salem, une réponse. Oui, au fait, au niveau de la diplomatie, et là je cite le ministre des Affaires étrangères du Sultanat de Oman, parce que c'était lui qui faisait le médiateur, et aussi un conseiller en sécurité nationale de la Grande-Bretagne aussi, les négociations allaient sur le bon sens. C'est-à-dire que pour la première fois, ils allaient avoir de la part de l'Iran une grande concession. Elle avait proposé de faire baisser l'enrichissement de l'uranium à un stade extrêmement bas. Et tous les spécialistes qui s'y connaissent ont dit que ce stade ne permet pas de construire une arme nucléaire. Donc, ils avaient... C'était déjà en juin. Voilà, on avait la confirmation déjà en juin. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient donné beaucoup de concessions. Ils étaient vraiment sérieux. C'était une percée dans les négociations. Ils avaient ouvert aussi l'économie iranienne aux entreprises américaines, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des concessions pour éviter la guerre, mais tout le monde a été surpris par l'attaque surprise. Donc c'était pas vraiment un échec de la négociation, c'était plus, à mon sens, une trahison de la négociation. Alors quant au régime, c'est vrai que le régime a été oppressif envers sa population, qu'il est contesté par une partie de la population. Mais il y a aussi une grande partie qui le soutiennent. D'ailleurs, si on observe ce qui se passe maintenant en Iran, on a remarqué qu'il y a vraiment une sorte de
de contrat un peu social, où vous avez, là c'est ce qui s'observe par les observateurs qui sont en Iran, ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'est comme si vous avez les gardiens de la révolution et l'armée qui s'occupent de la guerre asymétrique, qui est une sorte de guerre un peu comme une guérilla, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la même force de feu qu'Israël et les États-Unis, mais vous avez dans les rues, vous avez les policiers, vous avez les bassiges et vous avez une partie de la population aussi qui font ce qu'on appelle des rondes sécuritaires. Ils font beaucoup parce que Israël et les États-Unis, ils ont bombardé toutes les stations de police. Donc il y a une réorganisation sur place et une réorganisation avec l'aide d'une partie de la population qui commence à voir dans cette guerre une question d'existence et de menace à leur existence. Je rappelle juste rapidement que la guerre touche les hôpitaux, les écoles, plus de 40 sites historiques, les bâtiments résidentiels, les infrastructures de vie des Iraniens. Donc ce n'est pas une guerre contre le régime, c'est une guerre contre la population iranienne. Monsieur Mkawi, justement, qui qui contrôle aujourd'hui encore véritablement l'escalade? Comme fait partie de toute l'élite arabo-musulmane qui est divisée sur ce conflit, il y a un régime despotique des mollahs qui a pris en otage aussi bien sa population que les pays du Golfe que la planète entière. Actuellement, pour revenir sur le terrain, a atteint $124 le baril. Les engrais, la sécurité alimentaire qui menace toute l'humanité. Donc, ça, c'est vraiment un régime qui est vraiment qui a vraiment promis de réduire l'enrichissement de l'uranium à 3%, mais en tenant avec les 4 bras le maintien des missiles supersoniques et les missiles à fragmentation, et qui menacent toute la population des pays du Golfe, dont les Marocains se trouvent en masse dans ces pays-là. Donc, en plus de ça, ce conflit nous a impacté en tant que Maroc parce qu'en nous important du soufre des Émirats, de l'ammoniac de l'Arabie Saoudite pour enrichir nos phosphates. Et ça, c'est vraiment une menace pour notre industrie et pour notre rayonnement en Afrique et dans d'autres pays. Donc, militairement parlant, Monsieur Mkawi, militairement parlant, qui contrôle encore cette escalade? Qui contrôle, c'est les gardiens de la révolution qui sont maîtres de la décision stratégique. Comme vous savez que l'Iran il a 2 armées. Il y a l'armée régulière, héritière de l'ancienne armée du Shah, qui est moins armée, moins entraînée que les Passadrons. Les Bassiges, qui est une milice auxiliaire de ces gardiens de la Révolution, et c'est eux qui décident, et vraiment, c'est une décision militaire qui gère le destin de la population iranienne et le destin des pays du Golfe et même de toute la région. Est-ce qu'on va, Monsieur Mkawi, est-ce qu'on va vers une escalade incontrôlable aujourd'hui? Il est fort probable, si vous avez entendu la conférence de presse du secrétaire d'État à la guerre avec son état-major, ils promettent des frappes sur l'Iran sans précédent aujourd'hui. Et ça, en même temps, il y a des bataillons de Marines qui se déplacent du Japon et qui sont arrivés au niveau de la côte indienne pour justement débarquer sur l'île de Karg. Notons qu'il y a 31 îles qui sont des îles casernes au niveau d'un détroit de 33 km entre Oman, parce que le détroit d'Ormuz, pour les gens qui ne connaissent pas, il est divisé entre le sultanat d'Oman et l'Iran. Et l'Iran maîtrise
le côté où il y a les eaux profondes pour permettre aux pétroliers de passer, parce que les côtes omanaises ne sont pas profondes. Donc, l'escalade va connaître jusqu'à la fin du mois, d'après le ministre au Trésor américain, 14 jours, 15 jours, pour justement mettre fin à cette guerre absurde qui impacte tout le monde, et actuellement en Europe et dans tous les pays en voie de développement ou sous-développés, je cite l'Afrique. Les gens sont en colère et se demandent est-ce qu'on va se diriger vers l'apocalypse avec, avec vraiment les passadrons qui, aujourd'hui même, Mme Ben Salem, ils ont arrêté au moins 1000 personnes dans tout le territoire iranien. Il y a le poids économique également. Monsieur Mouatiadid, justement, le détroit d'Ormuz aujourd'hui, ce passage est-il devenu le point de bascule d'une crise économique qu'on voit venir imminemment? Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. En fait, je pense que ce conflit dépasse le cadre militaire pour devenir une guerre systémique, si vous voulez, où l'énergie constitue un véritable centre de gravité stratégique. Et comme vous l'avez mentionné, en fait, le détroit d'Ormuz, en fait, est au centre des rapports de force entre, d'un côté, les Américains et les Israéliens, et surtout de l'autre côté, les Iraniens qui essaient de l'utiliser comme une carte de pression géostratégique, mais aussi militaire, afin de déstabiliser jusqu'à certains points les équilibres économiques et énergétiques pour ressentir, en fait, l'importance ou le poids des Iraniens jusqu'à certains points sur la stabilité des marchés. Je pense que les frappes sur les infrastructures pétrolières ne visent pas seulement, en fait, des cibles physiques, mais cherchent, à mon sens, à désorganiser, en fait, les équilibres économiques globaux, comme vous venez de le mentionner. Donc, dans cette logique, en fait, le détroit d'Ormuz, en fait, devient un levier de pression géopolitique majeur, utilisé, en fait, par les Iraniens, par le régime, ou par ceux qui contrôlent jusqu'à présent, en fait, c'est ce jeu de rapport de force vis-à-vis des Américains, mais par conséquent, chaque perturbation, en fait, dans cette zone critique, en fait, produit des effets immédiats sur les marchés mondiaux. Les marchés mondiaux est ce que cherchent, en fait, les Iraniens pour faire sentir, en fait, leur poids jusqu'à certains points, ou au moins leur position dans ce rapport de force géomilitaire qui se passe jusqu'à présent. Je pense, en fait, de ce fait que la guerre s'étend bien au-delà du champ de bataille pour toucher directement les économies. Et c'est ce qui fait peur jusqu'à certains points aux Américains, et notamment à l'administration américaine, parce que ça commence à se faire sentir, en fait, à l'intérieur, ou au sein, en fait, des acteurs politiques américains qui essayent de mettre de la pression sur l'administration américaine et sur Donald Trump afin de repenser sa stratégie dans cette guerre. Donc, en définitive, à mon sens, je pense que c'est toute l'architecture de la sécurité énergétique mondiale qui est fragilisée et qui tombe au jeu avec, en fait, ce déséquilibre, cette déstabilisation dans le détroit d'Ormuz. Effectivement, un déséquilibre généralisé aujourd'hui. L'énergie est au cœur d'une guerre mondialisée, Madame Ben Salem. Oui, effectivement. Au fait, les Iraniens se sont préparés depuis longtemps à une guerre asymétrique. Ils savent qu'ils n'ont pas la force des États-Unis ou d'Israël, et donc ils se sont organisés de manière à créer un système qui est capable de survivre, même s'il est décapité, et d'avoir une sorte de guerre asymétrique où ils vont toucher les intérêts des pays avoisinants pour pouvoir faire pression. Alors que le régime soit un régime oppressif, personne ne le conteste. Il a vraiment opprimé sa population. Mais est-ce que cela justifie cette guerre ou une attaque qui est illégale? Selon la Charte des Nations Unies, non. D'ailleurs, on voit les conséquences. Est-ce que c'est la guerre de trop pour les États-Unis? Je pense qu'ils n'étaient pas préparés, parce que c'est très facile de commencer une guerre, mais ce n'est pas facile de la terminer, et on ne sait pas comment les choses vont se développer, parce qu'il y a le jour d'après. Dans une guerre, il y a toujours le jour d'après. Et là, on voit que le régime a montré une certaine résilience. Et comme il joue sa survie, il est prêt à tout. C'est ça le problème. Alors, au niveau du détroit de Hormuz, il est vrai que
C'est une question extrêmement importante puisqu'elle touche l'énergie mondiale. Mais à mon sens, enfin ce que je pense, je peux toujours me tromper, j'ai vu que les États-Unis ont vraiment bombardé la côte iranienne de ce détroit-là. Et donc on a l'impression qu'on est un peu face à un prochain débarquement peut-être sur le territoire pour pouvoir maîtriser ce détroit-là, ce qui serait très très dangereux. Parce qu'une opération sur le terrain. Voilà, parce qu'une fois que vous faites un débarquement, la guerre prend une autre ampleur. Et ça me rappelle dans l'histoire la bataille de Dardanelles entre la France, l'Angleterre et l'Empire ottoman en 1915-1916, où les Anglais ont voulu forcer le détroit avec la France et un contingent australien et néo-zélandais. Et ils ont fait un débarquement et ça a été extrêmement sanglant, mais sans conséquence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi. Donc s'il y a un débarquement, l'escalade prendra un autre visage. Voilà. Vous parlez justement de forcer le détroit, Monsieur Mkawi, militairement. Est-ce que ça, c'est possible? Et j'aimerais aussi faire suite à cette annonce après l'attaque contre les infrastructures civiles au Qatar, aujourd'hui, un peu plus tôt, donc il y a quelques heures, 6 pays européens qui se disent prêts aujourd'hui à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parmi ces 6 pays, il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon. Oui, il y a un début d'internationalisation de la guerre. Les pays qui ont exprimé leur vœu de participer à sécuriser le détroit d'Ormuz maintiennent des relations diplomatiques avec l'Iran et ils peuvent jouer un rôle de médiation entre les belligérants. Mais je rappelle ici dans ce cadre que nous sommes en face d'une décision stratégique iranienne qui est alimentée, nourrie par la confrérie Safawi, qui sont des chiites, Dieu de ses mains, dans la branche la plus dure, les Ja'faris, qui maintiennent et qui décident, après la chute et la décapitation du sommet de l'État, et même le nouveau Mourchid, le nouveau guide, il n'a pas encore apparu sur les plateaux de télévision pour expliquer ou maintenir ou donner une certaine éclairage sur l'issue de la guerre. Donc, c'est une confrérie qui détient le pouvoir depuis longtemps, très secrète, très dure. C'est une confrérie Ja'fari. On parle d'un symbole pour le peuple iranien quand on parle. Non, c'est une confrérie très ancienne et qui s'est maintenue au pouvoir grâce au secret et de sa structure, la structure pyramidale que depuis Khomeini a fractionné le commandement. D'ailleurs, on ne peut pas changer ce régime idéologique par des frappes aériennes massives. Le système reste parce qu'il est fractionné, les commandements sont fractionnés et chaque commandant prend la décision de la défense de son territoire avec un petit majlis, un petit conseil des religieux qui sont le clergé, les mollahs de ta région. Donc le pouvoir est fractionné. Il y a un régime qui est bien enraciné, effectivement, qui ne peut être déstabilisé aussi simplement. Doctrinaire, qui est très dur, avec lequel on ne peut pas négocier. Et justement, je pense que la guerre prendra 15 à 2 semaines, comme disait le secrétaire d'État américain au Trésor.
On espère bien, même si personne ne sait vraiment ce qui peut se passer au vu de la situation, au vu de l'embrasement et au vu des différents acteurs en présence. Mais on espère effectivement que cette guerre pourra se terminer d'ici une quinzaine de jours. Monsieur Moatadid, que peut-on dire selon vous de la stratégie de Donald Trump, de ses objectifs, des objectifs qui restent aujourd'hui flous, et ces objectifs flous peuvent-ils mener à des risques maximaux, justement? Je pense qu'il n'y a pas des objectifs flous dans une guerre. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle des objectifs prononcés pour gérer ce qu'on appelle le discours politique et diplomatique. Je pense que stratégiquement parlant, les Américains ont leur stratégie bien ciblée et préparée à l'avance. Sinon, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une intervention militairement propre et rationnelle à la puissance américaine. Mais c'est-à-dire tout dans le paraître politique et diplomatique, on voit que vraiment les objectifs sont flous. Ça change d'une journée à une autre, mais aussi d'un discours à une autre, d'une intervention du président américain à une autre. Mais à l'évidence, la stratégie en fait portée et prononcée par Donald Trump apparaît marquée par une ambiguïté structurelle, ce qui dérange le plus. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans les coulisses, en fait, intra-stratégie contre les alliés? Ça, on le sait pas, mais on est sûr qu'on rentre pas dans une guerre sans en fait, objectif bien clair et bien précis pour mener jusqu'à certains points, en moins, une intervention rationnelle et propre à la logique militaire américaine. Donc, en effet, en fait, les objectifs, en fait, oscillent entre dissuasion, destruction des capacités militaires iraniennes et pression politique interne. Donc, le président américain, il a essayé en fait de tempérer en fait le climat politique interne, mais aussi partager en fait sa vision qui est jusqu'à certains points flou politiquement en fait au niveau international. Dans ce contexte, en fait, je pense à mon sens que cette absence en fait d'hiérarchisation stratégique brouille en fait la légitimité de l'action américaine, et je pense que c'est ce qui est cherché en fait par l'administration américaine afin de sonder jusqu'à certains points en fait la résistance iranienne, mais aussi les cartes en fait, qui sont entre les mains du régime iranien. Oui. Merci, désolé de vous couper. On a un petit souci avec le son, on ne vous entend pas très bien. Je vais continuer donc sur cette idée avec Madame Ben Salem en attendant de régler ce petit souci. Donc les objectifs de Trump flous, on va dire, et qui sont aussi contestés en interne aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que M. Trump a été mal conseillé et il a sous-estimé la réaction des Iraniens. En fait, il a cru qu'une attaque rapide, une attaque forte, une attaque allait les faire capituler, surtout en décapitant les leaders, mais ça n'a pas marché comme ça. Le régime a montré une certaine résilience. Et puis, le problème, c'est qu'il est maintenant dans un engrenage, c'est-à-dire qu'il veut avoir une victoire, parce qu'il a les midterms aussi qui arrivent, il faut qu'il justifie cette guerre de manière interne. Justement, une guerre qui s'est invitée aujourd'hui au cœur de la campagne électorale également. Effectivement, parce que les sondages ont montré que les Américains ne veulent pas vraiment de guerre. Le président américain, quand il avait fait campagne, il avait promis de ne pas impliquer les États-Unis dans des guerres externes, de se concentrer sur les États-Unis, de reconstruire les États-Unis, to make America great again. C'était vraiment ça ce qu'il avait promis. Maintenant, il se retrouve dans une guerre qu'il a commencé. Il ne sait pas comment les choses se déroulent. Le régime ne capitule pas. La crise prend une dimension internationale, surtout en question d'énergie, surtout en ce qui concerne ses alliés aussi dans le pays dans la région du Golfe. Et donc, il lui faut une sortie, mais il lui faut aussi une sortie qui lui permettent de montrer au fait qu'il a gagné, qu'il avait raison, et c'est là le problème aussi. Les choses ne se passent pas souvent comme on le veut, parce que le terrain, c'est autre chose. Il est difficile effectivement d'anticiper ce qui va se passer. Monsieur Mkawi, comment expliquer cette résistance iranienne aujourd'hui, celle de Téhéran, face à une superpuissance militaire américaine ?
Le conflit, cher ami, est un conflit asymétrique. On ne peut pas comparer l'armada américaine aux missiles supersoniques ou à fragmentation des Iraniens. Mais les passadrons, les gardiens de la révolution et les religieux qui ont un rôle important dans la décision stratégique, les mollahs, se sont aperçus qu'ils ont une arme beaucoup plus intéressante que les missiles et les drones. C'est l'arme du détroit d'Ormuz et l'arme de l'énergie. Et à partir de là, ils prennent tout le monde en otage. Et justement, les Américains durcissent leur position d'après le secrétaire d'État à la guerre et son chef d'état-major aujourd'hui. Ils tiennent vraiment à faire agenouiller les gardiens de la révolution coûte que coûte. Et ils vont frapper les îlots du golfe Persique, du détroit d'Ormuz, et surtout l'île de Kamch et l'île de Kharg, qui est vraiment une station de l'énergie iranienne. Mais cela vraiment va mettre en colère les Chinois et les Indiens qui continuent à importer le gaz et le pétrole iranien doucement et au silence. Donc les Américains vraiment veulent que ce golfe, cette mer fermée, qui est arabo-persique, parce qu'il y a les deux rivages, les Arabes et les Perses, devient vraiment une mer sous l'influence américaine. Et pour arriver à cela, ils veulent décapiter le régime en amont et en aval, et que les passadrons se rendent aux Américains avec le drapeau blanc, ce qui est impossible pour moi. Et ceux qui prennent l'Iran elle-même en otage et va l'acheminer vers une guerre civile ou une répartition. Il y a beaucoup de milices qui s'activent dans les frontières, soit les Pashtuns avec l'organisation AG, soit les Kurdes iraniens, soit les milices qui s'entretuent, les proxys iraniens qu'on a oublié de parler en Irak, qui est devenu un pays très fragile, et au Liban, et dans tous les pays arabes où il y a les proxys iraniens, vraiment, on attend toujours la réaction du Houthi, qui n'a pas encore bougé le petit doigt, mais la situation devient dangereuse pour la sécurité et la stabilité internationale. Effectivement, une situation qui devient de plus en plus difficile, une sortie de crise qu'on ne voit pas arriver également. Monsieur Moatiadid, je reviens à vous. Comment éviter justement le piège d'une guerre qui dure dans le temps? Je pense qu'à ce stade, en fait, comme le signaux indique une transformation de conflit en guerre d'usure, et c'est ce qu'essayent en fait, les Iraniens en fait de faire depuis le début de cette guerre. Donc en fait, aucune en fait des parties ne dispose des conditions d'une victoire rapide en fait et décisive, telle qu'il a été annoncé par la Maison Blanche. Et dans cette dynamique, ce qu'il faut mentionner, c'est que les coûts humains, économiques et politiques ne cessent de s'accumuler. C'est vraiment à ce niveau-là que la communauté internationale doit agir et agir pour faire en fait stopper cette guerre. Et donc, à mon sens, je pense que l'absence en fait de stratégie de sortie renforce cette logique d'enlisement. Et c'est ce qui vraiment mène les Américains à repenser encore plus leur stratégie depuis le début de cette guerre. Et le facteur en fait temps devient un avantage pour les acteurs les plus résilients. Et c'est à ce niveau-là en fait que le régime iranien essaie de taper fort pour qu'il puisse vraiment récupérer le plus possible en fait de son souffle depuis les premières journées de cette guerre. Donc, je pense que le conflit en fait s'inscrit dans une temporalité longue aux conséquences incertaines, et c'est les semaines à venir vraiment qui vont nous déterminer est-ce que les Américains vont privilégier beaucoup plus en fait la diplomatie sous pression internationale
internationale où ils vont vraiment mettre ce qu'on appelle une pression stratégique militaire pour mettre toutes leurs forces en fait avec leurs alliés pour maîtriser la situation au niveau de cette région du Golfe. Vous l'avez dit, Monsieur Moassadi, donc le facteur temps un avantage pour les acteurs résilients aujourd'hui. Madame Ben Salem, j'aimerais qu'on revienne sur les alliés des États-Unis. Quelle est leur position aujourd'hui? Alors, si vous parlez des pays du Golfe, dans la région, bon, parce qu'il y a un allié, Israël, qui a participé dans l'attaque et qui a son propre plan. Hein, je parle également de la position européenne, mais on y viendra après les pays du Golfe. Donc, alors pour les pays du Golfe, ils se sont retrouvés malgré eux entraînés dans une crise, alors qui touche leur économie, qui touche leur sécurité aussi nationale, parce que l'Iran, quand elle est frappée, elle touche les points énergétiques de ces pays-là. D'ailleurs, elle a bombardé dernièrement une base d'énergie qatari et qui compte quand même 80% des revenus du gouvernement, parce que ces gouvernements-là comptent beaucoup sur les revenus de l'énergie pour gérer leur politique et leur État. Donc, qu'est-ce que ça révèle sur les relations futures justement de ces pays avec les États-Unis et la confiance qui était établie? Eh bien, je pense qu'ils ont compris quand même que le parapluie sécuritaire américain n'a pas été très efficace, ou que les Américains n'ont pas vraiment tenu leurs promesses, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été, selon leurs déclarations, ils n'ont pas été consultés. Leurs intérêts vitaux n'ont pas été pris en compte. Et donc, il faut savoir aussi que l'Iran, avant l'attaque, avait envoyé des émissaires pour dire que si elle est attaquée, elle attaquera aussi. Donc, ils savaient qu'ils allaient s'attendre à ça, mais qu'il y a eu l'attaque et l'attaque les a entraînés malgré eux dans ce problème-là. Alors, au niveau des Européens... Et ça crée un point de bascule dans les relations des pays du Golfe avec l'Amérique, je pense avec les États-Unis. Que les États-Unis restent un allié quand même pour eux, mais que ça les fera penser aussi à diversifier leur allié stratégique au niveau sécuritaire. D'ailleurs, l'Arabie saoudite parle du Pakistan, de la Turquie. L'Égypte essaye aussi d'avoir une sorte d'alliance, mais ils ont compris que les choses, parce qu'eux, ils risquent vraiment, s'il y a le chaos en Iran, s'il y a la guerre civile en Iran, ou si le régime éclate. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran, ce n'est pas une seule ethnie. C'est plusieurs ethnies. Il y a effectivement des problèmes dans des frontières avec des Kurdes, avec des Baloutches. Et donc, s'il y a un éclatement du pays, il y aura une guerre civile et il y aura toutes les conséquences sur les pays de l'environnement. Il ne faut pas oublier aussi que ces pays-là ont une grande communauté chiite, on a tendance à oublier aussi qu'en Iran, il y a plus de 3 millions de réfugiés. C'est-à-dire, vous avez ces 3 millions, il va y avoir d'autres réfugiés, il y aura des problèmes sécuritaires, il y aura des milices, il y aura du terrorisme. C'est-à-dire que s'il y a un bouleversement sécuritaire, il va atteindre les autres. Alors pour les Européens, je crois qu'ils essayent de trouver des solutions tout en restant prudents, parce qu'ils ne veulent pas être entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. Donc ils favorisent vraiment... Ça a été dit. Oui. Ça a été dit, formulé. Oui, parce qu'ils voient un petit peu les conséquences que ça va apporter. Et puis, donc, ils essayent de trouver des solutions. Ils disent qu'ils veulent favoriser les négociations. Est-ce que les États-Unis peuvent gagner seuls? Parce qu'on a une déclaration de Donald Trump qui répond justement à certains pays européens qui ne veulent pas être entraînés dans cette guerre, disant que les États-Unis n'ont pas besoin d'aide. Non, mais militairement, les États-Unis n'ont pas besoin d'aide. C'est la plus grande puissance au monde. La comparaison n'existe même pas entre l'Iran et les États-Unis avec Israël. Mais les États-Unis ne veulent pas porter les conséquences de cette guerre-là, parce qu'ils savent qu'il va y avoir des conséquences. Et si les conséquences sont partagées, s'il y a la participation des autres pays, donc pour elles, politiquement, c'est plus vendable que
que de supporter les conséquences toute seule. Monsieur Mkawi, qu'est-ce qu'on peut dire de la démission du chef du contre-terrorisme? Est-ce que ça fragilise un petit peu cette stratégie américaine? Moi, vraiment, j'ai applaudi son départ parce que l'Iran est derrière plusieurs milices qui sèment le désordre à travers le monde, au Liban, en Irak, en Arabie Saoudite, et même au Maghreb. Donc, disons que l'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis ou il ne nourrit pas le terrorisme, ça c'est faux. L'Iran est derrière le Hezbollah, derrière le Hajj Shabi en Irak, Asaïb al-Haq en Irak, derrière les Hazara en Afghanistan. Donc l'Iran derrière les Houthis au Yémen. Donc un grand responsable de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis qui dit que l'Iran est un animal qui ne nous menace pas, a fait un faux pas qui a été exploité habilement par le président Donald Trump, qu'il a considéré comme un responsable, un cadre très faible de l'administration américaine. Donc la démission, malgré que ce responsable fait partie du Parti républicain, fait partie des soutiens de Donald Trump. Mais cette démission vraiment était l'occasion pour Donald Trump de dissuader toute volonté de tout responsable de démissionner pendant la guerre. Ça, c'est un élément important à ne pas sous-estimer pour Donald Trump. Si on devait revenir au scénario de sortie de crise, toujours avec vous, Monsieur Mkawi, tout à l'heure vous aviez commencé dans cet élan, début d'émission. Parlez-nous des différents scénarios qui existent aujourd'hui qui permettraient de sortir de cette crise. C'est une question pertinente. Aux États-Unis, quand ils déclarent une guerre contre un pays ou plusieurs pays, le Pentagone, d'après la méthode militaire américaine, prépare plusieurs scénarios au président. Et c'est le président qui choisit le scénario le plus rentable. Mais les Américains, dont la frappe du guide de la Révolution avec sa famille et ses cadres, 48 cadres qui ont été mis hors d'état de nuire dans une seule nuit, étaient surpris, les Américains étaient surpris de la riposte iranienne. Et jusqu'à maintenant, le responsable, passant par le secrétaire d'État à la guerre, ils sont surpris de la riposte iranienne. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire une guerre à un système idéologique bien ancré dans la population, mais pour le déboulonner, vraiment, c'est pas en décapitant le sommet, c'est un travail de longue haleine, c'est vraiment pousser la population à sortir, c'est une mauvaise idée qui a été soufflée par Netanyahou. Et la question des Kurdes et des Balouches et d'autres ethnies, comme disait Madame Ben Salem, il y a plusieurs ethnies. Les chiites safaouis de la confrérie Jafari ne dépassent pas les 55% de la population iranienne. Il y a les Balouches, il y a les Arabes d'Arabistan, il y a les Kurdes, il y a les Azaris qui sont vraiment 20% de la population. Et on se demande pourquoi l'Iran n'a jamais frappé les bases américaines en Azerbaïdjan et en Turkménistan, qui sont à côté, avec leur gisement de pétrole. C'est ça, les pays du Golfe se demandent, se posent cette question-là.
pourquoi les Azaris et les Turkménistan et les Turcs aussi sont épargnés par les missiles supersoniques Kader ou Khaybar Shiken ou par d'autres. Le dernier missile utilisé, c'est Haj Qasem, qui est un missile de 2 tonnes. Pourquoi ils ont épargné la Russie dans la mer Persique? Donc, les pays du Golfe. Donc, le premier scénario a échoué pour plusieurs spécialistes militaires ici en Europe. Et ils ont passé à la question de la reddition des gardiens de la Révolution, chose qui a aussi échoué avec la mort du ministre du Renseignement qui vient des gardiens de la Révolution. Et il y a aussi les Bassiges qui ont été décapités avec 60 cadres de Bassige, qui est une milice de quadrillage et de répression de la population. Le deuxième scénario, il a échoué. Ils sont en train de pousser la population à sortir dans la rue. Ce scénario a aussi échoué parce que les Iraniens ont réussi à démanteler 111 cellules travaillant pour Israël ou pour les Américains. Donc, il faut savoir qu'ils ont une force encore redoutable. Et comme je disais, les mollahs, le clergé, jouent et continuent à jouer un rôle d'encadrement et de quadrillage de tout l'Iran, qui est un grand pays, vraiment, qui a plusieurs frontières. Donc, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Monsieur Mekawi, vous nous avez expliqué pourquoi certains scénarios ont échoué. Madame Ben Salem, quels scénarios sont encore possibles pour mettre fin à cette guerre aujourd'hui? Alors, franchement, j'en ai aucune idée. On voit l'escalade qui... enfin, je juge les faits. Ces Marines qui arrivent, pour moi, c'est un signe d'escalade plus qu'autre chose. Mais je pense d'une guerre qui devrait persister, selon les signes qui sont envoyés. Espérant qu'il va y avoir un effort diplomatique qui va convaincre, parce que tout se joue sur la psychologie de la Maison-Blanche. Il faut convaincre le président américain d'arrêter cela et de passer aux négociations. Pour passer aux négociations, l'Iran a des exigences également. Eh bien, pour eux, deux fois, ils ont essayé de négocier, ils ont été bombardés pendant les négociations, ils ont présenté des concessions lors des dernières négociations, malgré ça, ils ont été bombardés, ils ont perdu beaucoup de leurs cadres, ils ont perdu leur guide suprême, le pays, nous, on ne sait pas ce qui se passe sur place, parce qu'il y a quand même une censure au niveau des informations. Que ce soit au niveau de l'Iran ou d'Israël ou même des pays du Golfe, mais les bombardements sont extrêmement violents. Et il faut savoir que c'est des bombardements qui sont menés par une intelligence artificielle aussi, ce qui fait que la force de frappe et les dommages sont immenses. D'ailleurs, c'est le même modus operandi qui s'est passé à Gaza qui est en train de se passer au Liban et en Iran. Et donc, ils vont vouloir obtenir certaines choses, certaines garanties. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit, on veut la garantie que ça ne va pas se répéter. Il y a la Turquie qui est en train de mener quand même un mouvement diplomatique important. D'ailleurs, la dernière fois, ils étaient en Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite a été bombardée par l'Iran. Il y a eu une conversation, d'après la presse turque, extrêmement houleuse entre le ministre des Affaires étrangères turc et le ministre des Affaires étrangères iranien, où il avait dit qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions et que vous bombardez ces régions-là. C'est-à-dire que l'Iran risque beaucoup parce qu'il y a déjà il n'y a pas beaucoup de confiance entre elle et les pays avoisinants, et cette guerre-là va augmenter aussi ce creux entre eux. Mais il faut aussi voir, du côté iranien, pour eux, c'est une question existentielle. Ils sont en train de voir que le régime est en train de voir qu'il risque de ne plus exister. Donc c'est un
régime qui passe à des mesures désespérées à double tranchant aussi. Donc ils veulent faire pression sur les pays du Golfe parce qu'ils savent que les pays du Golfe ont la capacité d'influencer les Américains, mais les pays du Golfe se retrouvent malgré eux dans une situation difficile. Ils risquent leur sécurité nationale et aussi leur moyen de vie qui est l'énergie. Monsieur Moatiadid, le mot de la fin. Oui, ben en fait, je pense que plusieurs trajectoires stratégiques peuvent être envisagées en fait pour l'évolution ou pour la suite des choses du conflit. Il y a un premier en fait scénario, à mon sens, il repose sur une désescalade négociée sous pression internationale et à ce niveau-là en fait que la communauté internationale ou les peuples en fait essayent en fait attendre en fait à ce que la communauté internationale mette de la pression pour que la désescalade soit faite et négociée. Il y a un deuxième scénario en fait à mon sens, c'est celui de voir l'installation d'une guerre lente et diffuse. Et c'est l'un des scénarios en fait qui est probable vu en fait l'entêtement américain aussi vis-à-vis du régime iranien et aussi vu en fait l'implication d'un certain nombre d'acteurs indirectement ou directement à ce niveau. Il y a un troisième scénario aussi, c'est celui qui est plus critique et impliquerait en fait une régionalisation du conflit, et ce qui fait peur en fait à ce stade, surtout avec une absence quasi complète en fait d'une diplomatie entre d'un côté des Iraniens et de l'autre côté des Américains et les Israéliens. Donc, dans tous les cas, je pense que les conséquences économiques et sécuritaires seront durables même après l'arrêt de la guerre, et l'après-guerre redessinera en fait en profondeur les équilibres du système international et surtout dans cette région que vraiment la région ne sera plus la même après la fin même de cette guerre entre les Américains et les Iraniens. Merci à vous, Hicham Moatiadid. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. Vous étiez avec nous depuis Vancouver. C'était un plaisir de vous avoir comme invité. Merci. Le plaisir est partagé, madame. Merci à vous également, monsieur Abdelrahman Mekaoui. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions militaires et sécuritaires. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis merci à vous également, madame Boutseina Ben Salem. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire en sciences politiques. Merci pour le décryptage de la situation. Merci à vous. Merci. Fin de question d'actu pour aujourd'hui. Très bonne journée.